Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien en ce début de semaine, en ce lundi soir. Et avant de démarrer, je vous invite à suivre le sommaire. On y va. Pour son premier numéro de la semaine, la Grande Team propose le tour d'horizon de l'actualité sportive. C'est dans LGT News. Tournoi qualificatif Cannes U20. Éléphanto éliminé. À qui la faute? On en parle en actu. Sans oublier l'actualité de nos footballeurs ivoiriens à l'international dans Saga des pros. Excellente soirée sportive avec Marie-Christine Begré et sa team. Voilà, et nous sommes tous en place ce début de semaine, bien sûr, pour 90 minutes d'émission, 90 minutes en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Il s'agit donc ce soir de Roger Stéphane. Bonsoir. Oui, bonsoir Marie-Christine Begré. C'est lundi, mais je suis très en forme aujourd'hui. Ah bon, oui, parce que j'attends le résultat du Ballon d'Or là. Vous vous souvenez, j'ai dit que Vinicius n'allait pas gagner. C'est une sorte de salutation. Donc, j'attends ça impatiemment, le résultat du Ballon d'Or. Comme j'ai dit que Vinicius n'allait pas gagner et que ça fait un tollé, j'attends ça tout de suite là. Ben, dis donc. Voilà, on va voir ça. Quel punch Ah oui, lundi je suis soir. trop en forme. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Oui, vous allez bien? Oh, super bien. Ça va aller avec votre voisin? Il a annoncé Il n'y Vinicius. a aucune, je ne sais même pas, il n'y a aucun débat qui va se faire avec lui. Ah bon, d'accord. Très bien. Voilà, donc, Roger Stéphane, Jean-Philippe, Coach Alain, oui, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Oui. Non, mais écoutez, on est venu pour l'émission, on va faire l'émission. Exactement. On va parler des U20, c'est le plus important. Voilà. José Diati, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Prêt aussi pour l'émission? Très prêt pour Pas de débat? Non, pas du tout. Pas de débat houleux? Non, pas de débat houleux, de débat sensé, plutôt. Merci C'est quel sujet? beaucoup. C'est quel sujet, je les laisse pas. Je suis là. Alors, pour ces 90 minutes d'émission, messieurs, s'il vous plaît, comme nos très chers téléspectateurs, je donne la question LGT de ce soir. Tournoi qualificatif pour la Cannes U20. Éléphanto éliminé, à qui la faute? Voilà, c'est le sujet principal de l'actu de ce soir. Et vous pourrez bien sûr participer à l'émission, soit en nous appelant au 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, soit en nous écrivant sur la page Facebook de la 3. Et bien sûr, je lirai vos différents messages en direct. Pour l'heure, on commence avec la première rubrique de l'émission. Et c'est quelle rubrique, Coach Alain? LGT News. Voilà qui est bien dit. Allez, on y va pour LGT News. LGT News. Basketball pour débuter les news. Le camp Stéphane Konaté fait des heureuses. Stéphane Konaté, à travers son association Une balle, un espoir, s'est installé dans la capitale du Baquet, Boaké, pour sa 4e édition. En effet, du 26 octobre au 27 octobre dernier, l'ex-capitaine des éléphants basketteurs a, à travers son camp, fait des heureuses au lycée moderne Jeune Fille de Boaké. Était au menu de ce camp à caractère social la réhabilitation du terrain de basketball du dit lycée, des dons de ballons, la sensibilisation sur les grossesses non désirées en milieu scolaire et surtout l'apprentissage des rudiments du basketball. La prochaine destination de la caravane de Stéphane Konaté sera dans la belle cité du Poro, Korogo, du 31 octobre au 2 novembre 2024. Freestyle, championnat foot style, Ligue 7. Korogo a vibré le week-end dernier. La finale de la première manche de la Foot Style Ligue 7 à Korogo a marqué un tournant dans le championnat de Côte d'Ivoire de freestyle football. Cette étape, placée autour des valeurs du sport, de la culture et de l'écologie, a connu une réussite, tant les 50 athlètes présélectionnés pour cette épreuve ont fait vibrer le public à travers leur talent athlétique. Avec 38 points, Soro Kolo Rokia a été intraitable chez les dames. Kone Nafissatou, 26 points, et Soro Yele, 21 points, ont occupé respectivement les 2e et 3e places. La bataille chez les hommes a été remportée par Yeo Lassina avec 58 points. Il a été suivi de Koulibaly Mohamed, 52 points, et Konaté Ali, 46 points, classés 2e et 3e. À noter que cette manche a été animée par la prestation de Mobio Kevin, l'enfant d'Abobo, 3 fois champion de Côte d'Ivoire. À la grande satisfaction du président de la Fédération ivoirienne de freestyle, football et disciplines associées, Bogi Stéphane, qui n'a pas manqué de souligner le soutien indéfectible du premier magistrat de la ville, Ouattara Lassina, dit l'ASPR.
Golf, 24e édition Open International de Yamoussoukro. Sunday au-dessus du lot. Clap de fin pour l'Open International de golf tenu du 21 au 26 octobre 2024 à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Durant plus de 4 jours, 200 golfeurs professionnels et amateurs venus de 23 pays ont animé ce rendez-vous golfique de référence. À l'issue des différentes compétitions sur le parcours, Olapade Sunday Abimbola du Nigeria catégorie homme a survolé les débats en arrivant en tête avec 277 points. Francis Epé, son compatriote, classé deuxième, et Boula Boula Michel du Cameroun complète le podium. Le premier Ivoirien Romaric Djezou arrive à la 11e place. Chez les dames, Oumou Kalsoum Dieye du Sénégal avec 301 points s'empare du Graal. L'Ivoirienne Beibro Chantal Kouadio termine 3e avec 309 points. Le président de la Fédération de golf de Côte d'Ivoire a exprimé sa satisfaction quant à la bonne tenue des travaux et se dit optimiste quant à l'essor que lui et son comité directeur entendent insuffler au golf ivoirien. Ouvrons le chapitre football à présent. Atelier de réflexion de la FIF. Plusieurs résolutions prises. En attendant leur validation à la prochaine Assemblée générale de la FIF, probablement en décembre, l'atelier de réflexion autour de projets de texte relatifs au statut et au transfert des joueurs, démarré il y a quelques jours, s'est achevé à travers plusieurs résolutions. En effet, le fait marquant lors de cette rencontre a été la création du tribunal de football de la FIF, un instrument de régulation qui permettra aux acteurs de régler définitivement les questions juridiques. Une attention particulière a été accordée au statut des joueurs et à leur transfert, et le football féminin a été pris en compte. À en croire Kofi Roger, membre de la commission des questions juridiques de la Fédération, il était important de travailler durant ces 3 jours d'atelier avec la complicité de tous les acteurs afin de se doter des textes qui soient simples, lisibles et accessibles à tous. Le plus heureux au sortir de cette activité de clôture était le directeur exécutif de la FIF, Armand Gourou. C'est pour ça que je voudrais dire merci à tous ceux qui ont participé à ce séminaire de réflexion. C'est une avancée importante pour nous, pour ces tests. Maintenant, reste à ce que ces tests-là soient adoptés par au moins les 2/3 des membres actifs de la fédération pour que nous soyons réellement sûrs qu'un travail intéressant et important a été fait. Cannes 2029, une première candidature annoncée. En marge de la 46e Assemblée générale de la Confédération africaine de football, tenue à Addis Abeba il y a quelques jours, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé la candidature de son pays pour la prochaine Cannes 2029. Cette annonce intervient après le retrait du Sénégal, et ce, alors que les dates de soumission des candidatures ne sont pas encore connues. Une nouvelle qui enchante le président de la CAF, Patrice Motsepe. L'Éthiopie est un beau pays. Le président Taï Sélassié s'est engagé à améliorer le football et ses infrastructures. C'est l'un des membres fondateurs de la CAF. Nous examinerons leurs propositions au moment opportun, a-t-il commenté. L'Éthiopie a déjà été pays hôte de la CAN en 1962, 1968 et 1976. Cannes Beach Soccer 2024, 8e titre pour le Sénégal. La finale de la Cannes Beach Soccer 2024, disputée samedi dernier entre le Sénégal et la Mauritanie, a vu la consécration des Lions de la Teranga pour la 8e fois de leur histoire. Les Sénégalais tiennent enfin leur revanche après avoir été défaits contre toute attente en ouverture 2-5 face au Mourabitoun. Score final 6-1 pour Ninou Diatta, élu meilleur joueur du tournoi et ses coéquipiers. Le Sénégal s'est offert 2 records au terme de cette belle consécration. Il détient le record de sacres dans cette compétition, 8 au total, et un autre record, celui du nombre de couronnes glanées, consécutivement 5. La Mauritanie n'a pas à rougir avec cette place de vice-championne pour sa première participation à cette Cannes de beach soccer. Voilà, nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22h. Et ce lundi soir, bien sûr, on aura Sportif du dimanche. Donc, ne ratez surtout pas, dans quelques instants, on aura Henri Joël qui viendra nous parler de sa rubrique Sportif du dimanche. Pour l'heure, le débrief des news. On parle basketball avec Jean-Philippe.
Oui, Stéphane Konaté, ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, légende absolue du basketball ivoirien, aujourd'hui entraîneur de la formation de la JCAT, a lancé une initiative pour les jeunes filles surtout, les emmener à s'intéresser à la discipline et surtout les accompagner dans leur développement personnel. C'est une magnifique initiative de l'ancien capitaine des éléphants, comme je le disais, qui consiste également à réhabiliter des infrastructures sportives dédiées au basketball dans les zones les plus reculées et de faire la promotion de la dite discipline. Là, ils ont réalisé, je dirais, un trip dernièrement et finalement ils sont annoncés du côté de Korogo. C'est la 4e édition de cette tournée-là, de cette caravane initiée par Stéphane Konaté qui prend de plus en plus de l'ampleur et qui est un soutien indéfectible de la Fédération ivoirienne de basketball. C'est une excellente chose que de voir les légendes des différentes disciplines sportives donner de leur temps pour partager leur passion, même quand ils sont à la retraite, et surtout attirer les jeunes générations à tout simplement continuer à écrire l'histoire du basketball en Côte d'Ivoire. Donc, félicitations à Stéphane Konaté et puis on espère que petit à petit, sa caravane sera institutionnalisée pour lui donner plus de moyens et permettre au basketball ivoirien de continuer à briller dans le firmament. On espère. Donc, c'était donc à Boaké. Hein. Puis, comme vous l'avez dit, Jean-Philippe, la prochaine édition, justement, aura lieu dans la belle cité de Poro, à Korogo, du 31 octobre au 2 novembre 2024. Vous savez, bien sûr, dans votre émission La Grande Team, on parle de toutes les disciplines, on s'intéresse à toutes les disciplines sportives. Donc, après basketball, un petit tour de golf. Au golf avec José Diati, oui? Oui, Marie-Christine, il y a le 24e Open de Côte d'Ivoire qui s'est déroulé durant 5 jours à Yamoussoukro, c'est-à-dire 4 jours de compétition et un jour de remise des trophées. Et ce 24e Open de Côte d'Ivoire a réuni vraiment beaucoup d'athlètes. Et comme toujours, au niveau du golfe africain, les Nigérians se sont distingués, particulièrement avec les Camerounais. Cette fois-ci, on n'a pas très vu les Sud-Africains qui aussi ont des bons swings, quoi. Bon, le Nigeria Sunday est arrivé en tête. Il a très bien joué, 11 coups en dessous du par. Ça, c'est très bien joué. Bon, on a une bonne place quand même de l'Ivoire aussi, Jésus à la 5e place qui a joué 8 coups en dessous du par, qui est reparti avec quand même $1,400. Le Nigérian est parti avec $6,400. Mais la belle perf, c'est chez les femmes, quoi. C'est chez les dames. On parlait la semaine dernière ici des Beibro Chantal, qui a terminé sur le podium. Voilà, ça c'est une très bonne performance parce qu'au niveau des dames aussi, c'est la Sénégalaise Oumou qui est arrivée en tête. Et, bon, chez les dames, les scores ne sont pas aussi fameux, mais comme c'est les dames, Beibou est arrivé à faire 21 coups au-dessus du pas. C'est pas mauvais, mais elle est sur le podium. Donc vraiment, c'est une très belle compétition. Et puis, il faut noter la redynamisation de la Fédération de golf en Côte d'Ivoire avec le président. Il y a très longtemps qu'on n'a pas vu de belles épreuves en Côte d'Ivoire ici et je pense que c'est de bon augure pour la prochaine fois. Vous voyez le beau swing qui est arrivé. Très bien. En tout cas, vivement de très bons résultats chez les dames. Chez les dames, effectivement. Que vous puissiez justement nous résumer avec de bons termes. Oui, on a de très bonnes joueuses. Voilà, on a des très bonnes joueuses. On a de très bonnes joueuses. Merci beaucoup, José Diati. Allez, Coach Alain, avec vous, on parle de l'atelier de réflexion de la Fédération ivoirienne de football. Effectivement, la Fédération ivoirienne de football a organisé un atelier de réflexion. Vous savez, depuis ces dernières années, il y a trop de problèmes au niveau des transferts des joueurs qui viennent des centres de formation, qui vont dans les clubs. Et puis aussi, il y a un problème régulier au niveau du statut du joueur et du statut de l'entraîneur. Donc cet atelier a pris tout ça en compte. La Fédération ivoirienne a organisé cet atelier pour permettre à la Fédération de mettre ses tests au terme des tests de la FIFA. Concernant les transferts, concernant le statut du joueur, concernant le statut de l'entraîneur, concernant tout ce qui a créé des litiges pendant la saison écoulée. Donc cet atelier, vraiment, est la bienvenue et on espère bien que les décisions qui ont été prises pendant cet atelier-là seront mises en application pour que le football ivoirien devienne maintenant professionnel parce qu'il y a toujours des litiges. Il faut qu'on passe maintenant l'étape de régler ces litiges-là pour ne pas que chaque fin de saison, on voit des joueurs qui partent en vacances sans un sou, on voit des entraîneurs qui sont limogés sans être payés. Donc voilà un peu pourquoi la Fédération essaie de mettre tout ça en place. D'accord. Et le football féminin a été pris en compte. Effectivement. Très bien, j'aime ça. Allez, on marque une petite pause, juste le temps de la publicité. On se retrouve seulement dans quelques secondes pour la suite de l'émission. Vous ne bougez surtout pas. À tout de suite.
Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, bien sûr en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport jusqu'à 22 h, amoureux du sport. Et CAN Beach Soccer 2024, Roger Stéphane. Oui, le Sénégal est champion d'Afrique, j'ai envie de dire encore et encore. 8e titre pour les Sénégalais qui ont battu en finale la Mauritanie 6-1. C'est une compétition même vraiment de toute beauté pour l'équipe du Sénégal. C'est son 8e sac en 12 éditions, je l'ai dit. 2008, 2011, 2013, 2016, 2018, 2021, 2022, 2024. Le Nigeria a 2 titres. À titre de comparaison, le Nigeria a 2 titres. Cameroun, 1 titre. Madagascar, 1 titre. Pour le reste, ce sont les Sénégalais rois de la discipline sur le continent. Ils ont d'ailleurs raflé les 3 dernières éditions, 21, 22 et 24. Ils avaient commencé par une défaite face à cette équipe de la Mauritanie en début de compétition 5-2. Et puis, ils remportent donc la finale. Bravo aux Sénégalais. Je disais compétition de toute beauté parce que Ninou Diatta a été le meilleur joueur du tournoi. Il est sénégalais. Donc, cette 12e édition a été organisée du côté de Ougarda en Égypte. Bravo à l'équipe du Sénégal qui est un peu comme la Côte d'Ivoire au Maracana. Parce qu'au Maracana, ouais, on règne là-bas. D'ailleurs, on est champion du monde il n'y a pas longtemps. Exactement. Et les Sénégalais règnent au beach soccer. Bravo aux Sénégalais et très belle performance à signaler. Voilà, et puis une autre information pour vous, très chers téléspectateurs. Arabie Saoudite, Hervé Renard de retour. La Fédération saoudienne de football a annoncé samedi dernier le retour d'Hervé Renard à la tête de la sélection nationale. Le technicien français remplace à ce poste Roberto Mancini, limogé pour insuffisance de rendement. Après son départ de l'équipe de France féminine à l'issue des Jeux Olympiques, Hervé Renard retrouve une nation qu'il connaît bien. C'est d'ailleurs avec elle qu'il avait signé un exploit lors du mondial au Qatar en novembre 2022 en battant l'Argentine 2-1. Coach Alain, Hervé Renard de retour en Arabie Saoudite. Ben, écoutez, il est reparti où il a fait des bonnes choses. Il avait voulu emmener l'équipe nationale féminine au plus haut sommet pendant les Jeux Olympiques. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et puis les Saoudiens, ils avaient pris un entraîneur, un sélectionneur pour le remplacer qui n'a pas fait de bons résultats. Malheureusement, ce sélectionneur, il avait dans ses rangs notre cher frère Yaya Touré qui était un de ses adjoints. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, Hervé Renard revient avec son staff. Ben, on espère bien qu'il va faire encore de grandes choses avec cette sélection. On attend de voir donc. Et puis Manchester United, Eric Ten Hag viré. Ouais. Eric Ten Hag n'est plus le coach de Manchester United. Il a été remercié ce jour. Au lendemain de la défaite contre West Ham, le technicien néerlandais paye un nouveau début de saison raté. Cette contre-performance de trop lui a donc été fatale. Il sera remplacé par Ruud van Nistelrooy, coach intérimaire. José Diati. Oui, mais la suspension de Ten Hag, bon, pour moi, n'est pas surprenante. Hein. Depuis la saison dernière, bon, on annonce le départ, mais il était là, il revient. Il fait des derniers matchs où il les gagne et puis il est en sursis. Au niveau de Manchester United, c'est l'entraîneur, je pense, l'un des entraîneurs les plus contestés que Manchester United a eu. Je pense que son départ, beaucoup de personnes l'ont souhaité. Et il est remplacé par son adjoint. Son adjoint qui... Oui. Depuis longtemps, même quand on a vu Van Nistelrooy ici, le banc de touche avec Erik Ten Hag, on sentait déjà que le Néerlandais allait prendre la place. Bon, ce dernier, il est vraiment très apprécié dans la maison. Oui. Très grand joueur qui a conduit la sélection notamment de l'Allemagne au Mondial 2006. La Hollande plutôt au Mondial 2006. Quand la Côte d'Ivoire a joué face à la Hollande, perdu 2 buts à 1, mais grand match des éléphants avec Van Nistelrooy au milieu, Van Persie à gauche et Robben à droite. Une très grande équipe. Voilà. Donc, c'est une sanction qui n'est pas surprenante. Voilà. D'accord. En tout cas, vous n'êtes pas surpris, José Diati. Non, pas du tout. Voilà. Est-ce que c'est Ten Hag qui est le problème ou bien c'est United qui est le problème? Ça, c'est notre débat. Bon, parce que moi, je ne reconnais pas du tout cette équipe de Manchester United depuis le début de la saison, aussi bien en Première Ligue qu'en Coupe d'Europe. C'est une équipe quelconque qui fait de très mauvaises performances. Ten Hag, il a été très bon. Il a fait du bon travail du côté de
de l'Ajax, si je ne m'abuse. C'est un très bon technicien. Bon, maintenant, j'ai l'impression que c'est Manchester United qui n'arrive pas à se rappeler au bon souvenir de l'équipe qu'elle a été. C'est un peu dommage. Maintenant, celui qui arrive est un grand attaquant. Je crois qu'il a joué même dans cette équipe. Van Nistelrooy, c'est un très très bon joueur. Est-ce qu'il va avoir les coups de franche et les arguments pour ramener cette équipe de United au haut niveau? Ça, c'est un autre débat. En tout cas, j'espère que très bientôt, vous aurez des réponses à vos interrogations, messieurs. Voilà, allez, la question LGT de ce soir. Tournoi qualificatif pour la CAN U20. Éléphanto éliminé, à qui la faute? On s'interroge, donc on essaiera d'avoir différentes réponses, vos avis sur la question LGT, très chers téléspectateurs, aussi les membres de la team. Ça sera tout à l'heure dans l'actu. Pour l'heure, on passe à Sportif du dimanche parce qu'on a hâte de recevoir Henri Joël sur le plateau. Allez, Sportif du dimanche. Alors, où était Henri Joël ce week-end pour Sportif du dimanche? Bon, on va en savoir bien plus. Déjà, on le reçoit sur le plateau de la grande team. Nous recevons donc Henri Joël, en star de rock'n'roll. Ouais. Il aime bien ça. Bonsoir, Henri Joël. Bonsoir, Marie-Christine. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Henri. Je sais que le coach Alain, il fait du sport parce qu'il entraîne une équipe, mais en dehors du coach, je me demande si les autres ils font du sport. Vous parlez des autres. Oh, oui. Roger Stéphane particulièrement. Ce sont des affirmations gratuites. Vous n'avez pas légitime. Roger Stéphane particulièrement, il ne fait pas du sport. Ah bon, hein? Au début de la saison, on devait aller faire des tournages. Il a choisi le tennis, mais après avoir envoyé une balle de raquette. C'était complètement. Vous n'avez pas vu mes coups droits? C'était mort. Fédéré. C'est fini. En tout cas, il va vous suivre pour Sportif dimanche. Et puis, justement, Sportif dimanche, Henri Joël. J'étais dans la plus grande commune de Côte d'Ivoire. Pour ce que j'ai fait, on va laisser l'élément et puis derrière, on va discuter. D'accord. Donc, on regarde simplement. C'est le week-end et quand c'est le week-end, on fait du sport. Votre rubrique Le Sportif du dimanche est aujourd'hui à Yopougon, plus précisément au Toit Rouge, pour une bonne séance de sport. Et ça sera quelle discipline? Ça sera quel sport? Ça sera quel exercice? La réponse dans quelques minutes. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui comme activité sportive? Aujourd'hui, on fait du sagbali. Là, le sagbali, c'est quoi? La lutte à l'ivoirienne. Vu que le sagbali est pratiqué par les hommes en mixte, d'abord, on va aller en salle de sport, on fait des activités musculaires, et puis top, on y va sur le terrain. La suite, on va au fitness Sagbali. On va laisser Sagba là-bas. Les hommes que vous voyez derrière là, c'est la team Caillou. On va laisser suivez-nous seulement. Il n'y a pas de mouvement. C'est rien, ok, c'est beau ça. Encore. Bastien, c'est rien, c'est beau ça. Ok. Bienvenue, ici c'est Fitness Sagbali. Alors ça va consister à faire quoi concrètement? À travailler quelques petites techniques de base au niveau de Sagbali. On est tous les deux mains, chacun met sa main là, on laisse l'autre travailler, met ta main. Voilà, quand il y a du top, on descend, regardez comment on fait. On revient là, le pied droit, mon épaule rentre au corps de ça, voilà, comme au rugby. C'est bon? Allez top, c'est pas. Voilà, je veux juste voir les récits. C'est pas. Je pense que pour attirer le maximum de personnes, on pourra mettre le fitness. Parce que le fitness, c'est le cardio. Ça travaille la respiration, le souffle. Et aujourd'hui, on voit que beaucoup de maladies sont liées à l'AVC. Et au sport, le cardio, ça permet d'éviter beaucoup de maladies. Le stress, une journée au travail, tu fais le sport, ça permet de libérer. Donc on pense que venir au sport, avec le fitness, ça pourra vraiment éviter beaucoup de maladies. Sagbali, c'est un sport de tout le monde. Les femmes peuvent participer. Et j'encourage beaucoup massivement les femmes à venir participer. C'est un sport qui permet d'avoir la force, d'avoir la motivation et d'éviter beaucoup de maladies, de déstresser au fait. Donc les femmes peuvent venir participer au sport parce que c'est un sport, comme tout le monde. Zigaïcho! Zigaïcho! Fort! Fort! Zigaïcho! Il n'y a pas de mouvement.
Allez, c'est la fin de notre rubrique Le Sportif du dimanche. Aujourd'hui, on a fait du Sagbali Ivoire et puis on espère que voilà, ça vous a plu. Et puis on se donne rendez-vous pour d'autres moments de sport sur la 3. Moi, je connais ce point-là. Henri Joël et ses trouvailles. Le Sagbali Ivoire. La lutte à l'ivoirienne. Oui. Voilà, c'est un peu ça. C'est ce que nous sommes allés faire ce week-end-là à Yopougon. Et c'est pas du tout dangereux? Non, pas du tout, parce que déjà, il y a quelques dispositions. D'abord, il faut quand même faire un peu de musculation, avoir quand même les muscles assez bien développés là, pour pouvoir... Parce que c'est un sport où voilà, il faut réussir à faire tomber son adversaire. Regardez comment Jean-Philippe. Roger Stéphane et Jean-Philippe. Ils font combien de kilos, ces gars? Ça, je n'ai pas cherché à savoir. Et qui peut faire ce sport? Tout le monde. D'ailleurs, vous pouvez le faire. Ça a été dit. Tout le monde est invité, les femmes. Donc voilà. Ce n'est pas réservé seulement qu'aux hommes. Donc les femmes peuvent le faire. D'accord. Coach Alain, comment vous avez trouvé le... Non, moi je connais bien ce coin-là, au Toit Rouge, je connais bien ce sport-là, ce Sagbali. Vous avez déjà pratiqué ce sport? Non, pas ici. Il y a des erreurs qu'on ne peut pas commettre dans la vie. Ah, ok. Non, mais ce n'est pas une erreur. Non. Oui, Henri Jo, je vais jouer au football. Je passe par là, quand je les regarde, je les salue, et puis je continue mon chemin. José Tatier, vous? Non, rien qu'à avoir ma corpulence. Vous passez à côté, hein. Ça, c'est... Bon, attendez que je demande à... Je demande à qui? Notre représentant. Jean-Philippe, vous avez déjà pratiqué le Sagbali? C'est la première fois que j'entends parler de ce sport. Par contre, la muscu, oui, mais ça vous la lutte, ça pourrait vous intéresser. Vous connaissez la lutte quand même? Non, je préfère juste la muscu. Ah, d'accord. OK. Donc, pourquoi vous aurez été très bien dans le Sagbali. Je devrais commencer à faire attention sur le plateau. Hein. À trop avoir raison, à trop avoir toujours raison, je risque d'être en difficulté un jour. En tout cas, Henri Joël, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, donc on vous attend lundi prochain pour un autre sportif dimanche. Et puis, on va essayer de pratiquer. En tout cas, contactez-nous hein, pour ceux qui pratiquent le sport les week-ends pour avoir juste cette santé physique-là. Contactez-nous. L'État de venir vers vous et surtout de faire le sport. Merci beaucoup, Henri Joël. Vous êtes grave ici, franchement. Comment il s'appelle? Jean-Philippe, un carton jaune. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, nous, sous le plateau, on sait ce que vous avez dit. Allez, après Sportif Dimanche, on passe au focus de ce soir. On y va. Ce soir, dans le Focus, on fait le point de la 6e journée de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Donc, les championnats de Ligue 1 et Ligue 2 étaient à leur 6e journée ce week-end. En ce début de saison, les rencontres paraissent vraiment serrées. Déjà en Ligue 1, messieurs, on a l'ASEC Mimosa qui a été tenu en échec par le FC Mouna. Jean-Philippe. Mais c'est une rencontre qui avait, je dirais, tout en termes de caractère familial. On connaît le grand lien qu'a l'équipe de Mouna avec la SEC Mimosa. Ces deux formations sont pratiquement la même couleur. Le président de Mouna ne s'est jamais caché d'être un pur supporter de la SEC Mimosa. Et l'équipe de Mouna a très souvent été une pourvoyeuse d'éléments à la SEC Mimosa. Et cette fois-ci, cette équipe-là est en Ligue 1 et on se disait, bon, ce ne sont pas des arrangements, hein, mais on se disait, bon, c'était un match familial. Peut-être qu'ils allaient tendre la pêche pour permettre à la grande sœur de la SEC Mimosa de glaner quelques, je dirais, un peu de confiance. Mais les choses ne sont pas passées comme prévu. Voilà, l'équipe de Mouna a failli créer même la grosse surprise parce qu'elle a mené la SEC Mimosa avec une réaction des hommes de Julien Chevalier qui également est très contesté depuis certaines saisons par les supporters de la SEC Mimosa. Justement, pourquoi ils s'en prennent à lui? Mais c'est lui qui est l'entraîneur, c'est lui qui choisit les joueurs et année après année, depuis qu'il est présent, je pense qu'il lui reproche le fait que la SEC rentre peut-être dans le ventre mou, je ne dirais pas du classement, mais du niveau des autres équipes. La SEC avait pour habitude de dominer outrageusement le championnat et voir les autres se batailler pour les secondes places. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas habitués à voir leur club être challengé par toutes les formations de la Ligue 1. Et ça donne des palpitations, il faut le dire clairement. Parce qu'à chaque journée, ils ne savent pas à quoi ils sont exposés. Voilà, donc je pense que c'est cela. Mais Julien Chevalier, qui était un entraîneur que j'apprécie particulièrement parce que, mine de rien, il a fait ses preuves. Aujourd'hui, c'est lui qui a permis à la SEC de retrouver... la Côte d'Ivoire même. Oui, à la Côte d'Ivoire, certes, mais à la SEC de retrouver un classement honorable sur la scène africaine. Je trouve que c'est un peu difficile de le juger ainsi.
Voilà, du côté de la SEC, je pense que Maître Génia avait signalé qu'il estimait qu'il n'avait pas suffisamment de talent sur le plan local, ce qui pourrait expliquer cela, alors que la SEC a quand même un très grand centre de formation. Qu'est-ce qui n'attire plus les meilleurs du côté de la SEC Mosa? C'est la question, à mon sens, que les dirigeants devraient se poser. Mais voilà, c'est ce qui est arrivé. 1-1 entre la SEC et l'équipe de Mouna. De Mouna FC. Voilà, c'est vrai que l'équipe de l'AFAD a été accrochée, donc ils se disaient qu'ils avaient une possibilité de se rapprocher de cette équipe. Et avec ce nul également, je dirais que ce statu quo-là n'a pas beaucoup pu exploiter la SEC. Oui, mais malgré ça, ils sont toujours deuxième quand même. Hein. Ils ont commencé 8e, 4e, 2e, malgré l'équipe de la SEC, hein, malgré les comptes performances. Bon, maintenant, moi je pense qu'il y a peut-être un mauvais procès qui est fait à Julien Chevalier. C'est quoi? Ça fait 6 ans qu'il est là. Il a 3 titres de champion de Côte d'Ivoire. Ouais. Il a joué demi-finale de la Coupe de la Confédération. Il a joué quart de finale de la Ligue des Champions. Bon, on va dire que c'est pas mal, hein, connaissant la réalité au niveau de la SEC aujourd'hui. Parce que la vérité, le problème de la SEC, et ça encore, je l'avais bien annoncé en début de saison, on avait des inquiétudes par rapport à l'effectif de la SEC Mosa cette saison. Eh bien, les inquiétudes demeurent et il y a quelques signes qui arrivent là et qui font peur. Et d'ailleurs, quand l'équipe va commencer la phase de poule de la Coupe de la Confédération, ça va être encore plus catastrophique pour les jeunes noirs. Et donc, c'est un peu dommage. Là, ils ont été accrochés 1-1, ils ont encaissé très tôt, 15e minute. Ah oui. Après, ils égalisent 30e minute par Camara. Ça a été un match équilibré parce qu'il y a une bonne petite équipe de Mouna qui connaît quand même la SEC et puis qui est joueuse. Bon, c'est un peu dommage, mais on espère que les jeunes noirs vont se réveiller parce que bon, ils commencent à nous faire peur véritablement. Très bien. Quoique soit on avance parce qu'il y a aussi d'autres équipes. Hein. Déjà, FC San Pedro. Coach Alain. Ben écoutez, là encore, je pense que ça ne décolle pas, hein. ça ne décolle pas bien encore pour les poulains de Guaméné Maxime qui avait commencé bien le championnat. Et je pense qu'en leur sein, il doit y avoir beaucoup de blessés. Aujourd'hui, la machine a pris du sable dans la mayonnaise, ça ne prend pas encore. Je ne sais pas ce qui se passe du côté. Les informations que j'ai eues, il y a pas mal de blessés. Ouais, il y a pas mal de blessés dans l'effectif de Guaméné Maxime, ce qui fait qu'aujourd'hui, les résultats ne suivent pas. On prie rapidement que ces enfants reviennent à 100% de leur capacité et puis souhaiter encore bonne chance à Guaméné Maxime qui est vraiment un fin tacticien. C'est vrai qu'il a amené cette équipe à être championne de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il a été éliminé en compétition africaine. Ouais. Aujourd'hui, il est dans le mot du tableau. 5e. 5e, ben, c'est pas mal, mais il faut qu'il revienne rapidement. Et puis on a CO Korogo, on peut dire qu'il a arrêté l'hémorragie aujourd'hui Jati. Ça, je ne veux pas dire. C'est vrai qu'ils ont fait un match nul. Ils n'ont pas perdu, mais... Ils n'ont pas perdu. Oui, mais ça, pour moi, ce n'est pas arrêter une hémorragie. Ils vont réduire le début de ça. Voilà. Avec le nouveau coach, Sorojan. Oui, Sorojan qui est très bon. Je pense qu'il vient de Songon, non? Il vient de Songon FC. C'est ça. Il y a un petit problème. Qu'il y a entre Songon et suite à son départ, on estime qu'il n'est pas parti dans les règles de l'art. Bon, ok, ça c'est un autre problème, mais je pense que le CO Korogo, c'est vrai, ils ont fait un match nul depuis le début du championnat. Ouais. On espère vraiment que le club va se réveiller, mais je pense que ça sera un peu difficile. Les gens font des procès à certains clubs, mais ils ne voient pas la progression des autres clubs par rapport à ce club. En fait, c'est ça le championnat, en fait. Stéphane disait tout à l'heure à la SEC, je partage son avis, c'est un faux procès qu'on fait à Julien Chevalier. Les gens ne voient pas la progression des autres clubs par rapport à la SEC. Voilà. Aujourd'hui, il y a 4 ou 5 clubs qui ont vraiment progressé et qui peuvent talonner la SEC au niveau des effectifs et au niveau de la qualité du jeu. Voilà. D'accord. Je dati un carton jaune. Voilà. Votre question, c'était CO Korogo. Oui, mais j'ai développé. Et vous êtes passé à la SEC. Parce que depuis tout à l'heure, vous me faites des signes. Parce que vous parlez de j'ai développé, ouais. Donc voilà, un carton. Donc je donnais carton jaune à qui d'ailleurs? Bon, ça se distribue comme ça? Oui, ça se distribue. Okay. Donc, je vous ai déjà dit. OK, bon, voyons les résultats et le classement de la Ligue 1 au terme de cette 6e journée. Après la 6e journée et les résultats suivants, Iska, je rappelle, a battu l'IS de Sassandra 2-0. Hein. C'est une très belle victoire de l'équipe de Iska. Afad et Ozan ont fait match nul 0-0. Afad a joué à 10. Le Stella Club d'Adjamé a battu FC San Pedro 1-0. L'équipe de l'Insoa, la Société Omnisport de l'Armée et Zoma FC ont fait match nul 1 but partout. Le Stade d'Abidjan a pris le meilleur sur Sol FC 1-0.
La SEC, Mimosa et Mouna FC ont coupé la poire en deux, un but partout. Large victoire de l'AS Denguélé 4-1 face à l'équipe du Racing Club. Attention Racing Club, ça ne va pas très fort. Et puis le premier point de la saison pour l'équipe de Korogo qui a fait match nul 0-0 avec la formation de Boaké FC. Voilà, donc ça c'est pour la Ligue 1 et puis en Ligue 2. Pour le classement, on n'a pas le classement de la Ligue 1, on devrait l'avoir. J'ai annoncé deuxième place pour la SEC, c'était pas tout à fait juste, je crois. Ah ben si, oui, j'avais donc raison. Alors la FAD est en tête avec 16 points. La SEC Mosa est effectivement deuxième avec 11 points. L'AS Denguélé occupe la troisième place avec 10 points. Dans le bas du tableau, Zoma est 14e avec 3 points. L'équipe du Racing Club Oulala est 15e avec un petit point. Et puis le club Omnisport de Korogo, après son match face à Boaké, occupe la 16e place avec 1 point. Et maintenant, on passe à la Ligue 2. Donc, déjà, les équipes les équipes en tête ont eu le sourire ce week-end, messieurs, déjà avec le cas. C'est le cas de l'Africa Sport qui a su voyager. Jean-Philippe. Ouais, c'était pas facile, mais les Verts et Rouges ont réussi quand même à s'extirper du piège boakois face à l'Espérance de Boaké. C'est une rencontre qui s'est déroulée quand même sur une très belle pelouse. C'était, je dirais, la première confrontation des Verts Rouges, une pelouse naturelle, après leur prestation au Parc des Sports de Tréville. Et l'équipe de Boaké a su tenir la dragée haute aux Verts Rouges jusqu'à la 66e minute où ils ont pu trouver la faille. L'Africa s'extirpe très bien de ce premier déplacement, une victoire. Cela dénote peut-être de la suite de ce que sera ce championnat-là pour les Verts et Rouges, qui ont décidé de faire de chaque journée une finale. Et les hommes de Tonton Nobilé sont déjà à 2 finales de remporter. On verra ce que va donner la 3e journée. Mais comme je l'ai dit, avec les Verts et Rouges, il faut avancer par série de 5. Au bout des 5 rencontres, on va essayer d'abord de faire un premier bilan et puis ensuite un second bilan. Maintenant, c'est une équipe qui, dès la moitié du championnat, nous a habitués à réaliser de belles performances et à s'effondrer en fin de saison. Cette année, tout le monde a voté l'effectif des Verts et Rouges avec l'équilibre qu'ils ont su trouver de la ligne du gardien de but jusqu'à la ligne de l'attaquant de pointe. Maintenant, il va falloir concrétiser ça sur le terrain. Il faut saluer le beau coaching de Toto. Hein. Ce que nous rapportaient nos amis confrères de l'Africa, il fait un remplacement. C'est Akala qui rentre à la place de Dacosta. Et dès qu'il rentre sur son premier ballon, il met le but pour l'Africa Sport. Bravo à Nobilé qui connaît parfaitement cette équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. Il a 2 titres avec le club, c'est bien. Maintenant, j'ai le sentiment que sur ces 2 résultats, il y a une bonne odeur cette année à l'Africa Sport d'Abidjan. On espère qu'ils vont confirmer. J'ai vu que pour ce match-là, ils sont arrivés à Boaké. Ils étaient logés à la cité Cannes. C'est très bien. Donc, il y a vraiment un travail qui est en train d'être fait avec les dirigeants. Bravo, il faut continuer comme ça. Bon, maintenant, ils nous ont habitués à ça. On va regarder la saison jusqu'au bout. Mais il y a une très bonne odeur. En fait, l'Africa Sport a un véritable concurrent cette saison. Il s'agit de Yamoussoukro FC. Oui, vous confirmez. Yamoussoukro FC qui fait un très bon début de saison. Je pense que la dernière journée, là, ils ont gagné encore. Ils avaient fait un faux pas avant ce match. Mais cette dernière journée, ils viennent de faire aussi une victoire. Donc, c'est vraiment le concurrent de l'Africa qui est Yamoussoukro FC. Ils ont 5 victoires pour une défaite. 5 victoires, une défaite. Bon, du coup, voyons les résultats et le classement dans le groupe A. Pour la Ligue 2, cette 6e journée dans le groupe A, Donkoff a battu le WAC 3-2. L'équipe d'Agboville a battu ici à l'Asie d'Abengourou 1-0. Benjerville a pris le meilleur sur ESP ici à 4-2. 1-0 pour l'Africa Sport d'Abidjan face à ESP Boaké. 1-0 pour Agir de Guibéria. 2e victoire consécutive d'Agir de Guibérois contre l'équipe d'Issawazi 1-0. Yamoussoukro a dominé l'Enferra 3-1. Et puis l'EFIM a pris le meilleur sur ADFK 1-0. Ce qui donne le classement suivant dans cette poule A. Voilà. Yamoussoukro est toujours en tête avec 15 points. Suit l'équipe d'Agboville 12 points. Agir est 3e, c'est très bien, avec 11 points. L'Africa Sport d'Abidjan est 9e avec des matchs en moins, 6 points. Dans le bas du tableau, EFIM 12e, 5 points. 13e, Asie, 4 points. Et 14e, Issawazi, 1 point. Attention à la formation d'Issawazi. D'accord, donc résultat et classement dans le groupe A. Mais dans le groupe B, messieurs, bon, est-ce qu'on peut dire que le Sporting Club de Gagnoa est à la hauteur de vos attentes? José Diati, Sporting Club de Gagnoa. Oui, je pense que le début de saison, avec tout ce qu'on a annoncé pour le Sporting Club de Gagnoa, je pense que c'est un début de saison un peu poussif. Mais on aura l'occasion de voir cette équipe tout le long de la saison, avec notamment aussi un concurrent là-bas qui est l'US Korogo, qui est très bien organisé aussi cette année. Mais je pense qu'au niveau de cette poule-là,
les enjeux sont beaucoup plus visibles au niveau de cette poule-là, comparativement à la poule A, où il y a vraiment des équipes vraiment solides. On a parlé tout à l'heure d'Agir de Guiboroa qui a des solides ambitions. Mais il y a Agboville qui est là aussi. Voilà, donc, et même on a à Boisson, on ne parle pas beaucoup de RFC à Boisson. Non, ils sont dans la poule dans la poule du Sporting Club de Gagnoa. Voilà. Et ici, au niveau à Boisson, moi, je n'ai pas mis une pièce cette saison sur à Boisson. J'ai plutôt mis dans cette poule-là une pièce sur le Sporting de Gagnoa et l'US Tulogo qui, au niveau de sa direction, au niveau de tout son staff, au niveau du management, a mis les bouchées doubles pour monter cette année en Première Ligue, en Ligue 1. En tout cas, voyons les résultats, le classement dans le groupe B. Le groupe du Sporting Club de Gagnoa que tout le monde attend cette saison, eh bien, Tchologo, oui. Tchologo, le leader, a battu Bassam 1-0. Gagnoa, son dauphin, a battu l'équipe de leader 1-0. Bafing a pris le meilleur sur Siroko 2-1. 1-0 pour Boisflé face à l'AS Divo. 3-2 pour Aboisseau face à l'AS Standard, l'ancien champion de Côte d'Ivoire. Adiaké et US Femi ont fait match 0-0. Et puis Songon FC a pris le meilleur sur une équipe que connaît bien Alain Yonssois. Il s'agit de l'équipe du CW Sport de San Pedro. Défaite des CWK 2-1. Voilà donc pour les résultats et pour le classement. Très chers téléspectateurs, vous pourrez bien sûr participer à le classement qui s'affiche maintenant. Vous pourrez participer à l'émission, bien sûr, en nous appelant au 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, vous nous écrivez sur la page Facebook de la 3 avec la question LGT de ce soir. Tournoi qualificatif Cannes U20, Éléphanto éliminé, à qui la faute? Déjà un message sur la page Facebook de la 3. Nous avons Jean Bosco Ochumukwa qui nous dit vraiment c'est difficile la formation des jeunes footballeurs en Côte d'Ivoire. C'est une réalité, mais il reste beaucoup à faire. Il faut former aussi des entraîneurs, des psychologues pour ces jeunes. Il va falloir redoubler d'efforts dans notre formation de jeunes footballeurs talentueux pour notre football. Et on marque une petite pause avant de nous lancer directement dans l'actu. On y va. Sur le plateau de la Grande Team, nous sommes en direct bien sûr sur la 3 jusqu'à 22h et nous avons envie de vous entendre. Du coup, nous passons assez rapidement à l'actu. On y va. Le téléphone est donc ouvert, le 27 21 59 93 99. Le tournoi qualificatif Cannes U20, Éléphanto éliminé. À qui la faute? La sélection nationale des U20 a une fois de plus échoué à se qualifier pour la Cannes de la catégorie. En demi-finale du tournoi de l'UFOAB à Lomé, les Éléphantos ont été battus par le Ghana. Qu'est-ce qui explique ce nouvel échec? En attendant d'en débattre sur le plateau, regardons cet élément préparé par la rédaction. La sélection ivoirienne des U20 n'y arrive décidément pas. Absents de la CAN de la catégorie depuis 2015, les Éléphantos ont une fois de plus échoué à se qualifier pour la compétition. Hier, au stade de Kégué à Lomé, les juniors ivoiriens se sont inclinés face au Black Satellite du Ghana 1-2 en demi-finale du tournoi de l'UFOAB qualificatif pour la CAN U20 2025. Après avoir ouvert le score grâce à Loko Konan, les Éléphantos ont baissé de régime et se sont fait renverser par la suite. Dans le camp ivoirien, la déception est grande. La belle participation au tournoi Maurice Révélo et la densité du programme de préparation avaient suscité de réels espoirs. Hélas, la désillusion est une fois de plus grande. Pour le sélectionneur Dao Lassina, c'est un second échec consécutif dans ce tournoi qualificatif. Son groupe n'a jamais paru véritablement maîtriser son sujet. Après une victoire obtenue dans la douleur d'entrée face au Burkina Faso, l'équipe a par la suite baissé pavillon devant le Nigeria et le Ghana. Pour ce tournoi de l'UFOAB, le coach Dao Lassina n'a pu disposer que de 7 des 23 joueurs qui étaient au tournoi Maurice Révélo.
Face à l'instabilité de son effectif, il a misé sur les jeunes issus de la Ligue 1 ivoirienne en provenance essentiellement de Seul FC, du FC San Pedro, de la SOA et du Racing Club d'Abidjan. 4 joueurs expatriés ont été appelés en renfort, à savoir le gardien Ivan Konan, le défenseur Erwan Anikwa, le milieu de terrain Kwasime Odilon et l'attaquant Luku Konan. Hormis le jeune portier de la réserve de l'Olympique lyonnais, les autres cadres de l'équipe n'ont pas été à la hauteur de l'événement. L'avant-centre de Seul FC, Konaté Oumar, expulsé lors du premier match, symbolise la faillite des piliers. La page sera tournée avec cette génération. Il va falloir reconstruire afin de mettre fin à cette période de disette lors du tournoi qualificatif pour la CAN 2027. Tournoi qualificatif pour la CAN U20, Éléphanto éliminé à qui la faute? Le 27, 21, 59, 93, 99. Mais déjà sur la page Facebook de la 3, nous avons Doulourou Soro qui nous dit bonsoir à la grande team. Dans tout mauvais parcours, les responsabilités sont toujours partagées. D'abord, l'institution fédérale qu'est la FIF, malgré sa volonté de bien faire par l'organisation de quelques stages internes, mais ces stages seuls ne suffisent pas pour la préparation d'une telle compétition. Tant qu'on n'aura pas un vrai championnat des U20 et U17, on sera toujours confronté à ces échecs à répétition. Car il faut le rappeler, depuis 2015, la Côte d'Ivoire n'a plus participé à une CAN U20. Ensuite, l'encadrement technique de cette catégorie n'est pas à la hauteur, car le coach Dao Lassina a atteint ses limites. Il faudra songer à du sang neuf à la tête de cette sélection U20. Merci et excellente suite d'émission. Merci beaucoup à vous, Douloureux Soro. Merci beaucoup. Bon, messieurs, j'ai bien envie de vous entendre aussi. Tournoi qualificatif pour la CAN U20. Éléphanto éliminé. À qui la faute, Jean-Philippe? Bon, j'ai écouté surtout les arguments de Douloureux Soro. Oui, Douloureux Soro. Oui. Bon, je pense que je serais tenté de parler de compétition des jeunes, mais pour moi, sous notre pic, la compétition des jeunes devrait concerner plutôt les U18 qui sortent des centres de formation pour un aguerrissement. U17. U17 même pratiquement. Parce que quand on est U20, on a la capacité de jouer déjà dans l'élite. Ouais. Donc je pense qu'à ce niveau, je ne saurais dire que la fédération a fauté parce que ces U20 sont censés être des joueurs de l'élite du championnat de Côte d'Ivoire. Maintenant, cela pose la question de savoir si ce sont véritablement les meilleurs U20 sur le plan local qui ont été recrutés au niveau de l'équipe nationale. Parce que lors du tournoi Maurice Révélo, on a eu quand même une belle prestation des nôtres. Et l'élément vidéo nous annonce qu'il y a seulement 7 des 17 joueurs qui étaient présents au tournoi Maurice Révélo qui ont pris part à cette compétition. J'ai un gros point d'interrogation, c'est-à-dire que les 10 autres joueurs ont été soit transférés hors du pays ou bien quelles sont les raisons de leur indisponibilité. Parce que je ne pense pas que le tournoi Maurice Révélo ait eu lieu quand même il y a de cela plusieurs saisons ou même plus d'1 an pour qu'on passe à ce chiffre-là. C'est en juin. Voilà, on a juin, juillet, août, septembre, octobre, 4 mois pratiquement plus tard et on perd 10 joueurs alors que toute la préparation pour se qualifier pour cette compétition-là a été entamée depuis le tournoi Maurice Révélo. Comment un entraîneur peut produire des résultats avec une telle instabilité au niveau de son effectif? Donc, on revient toujours à la question initiale, pour moi, qui est celle de la sélection de ces joueurs. Sur la base de quoi ont-ils été sélectionnés? Parce que je regarde les clubs dont ils sont issus, Sol FC, FC San Pedro, soit RCA, pour la majorité, gros point d'interrogation, surtout quand on voit les performances actuelles de la formation du RCA ou de ces équipes qui sont citées là. L'autre aspect, je pense que c'est l'accompagnement même du sélectionneur. Parce que on le dit et on le martèle sans cesse. La direction technique nationale du football en Côte d'Ivoire ne marche pas. Elle a un rôle à jouer au niveau de tout ce qui concerne le football amateur, donc le football de jeunes et les sélections nationales de jeunes. Quel est le programme qui a été fait par l'entraîneur Dao Lassina, qui a été soumis à une DTN, qui a été validé par la fédération pour nous permettre d'avoir une équipe compétitive? Quels sont les acteurs qui interviennent dans la chaîne de la sélection des joueurs de cette catégorie-là? Est-ce le sélectionneur seul? Il est aidé par quel membre de la fédération? Il est aidé par quel collègue? C'est ça, en fait, le travail de la direction technique nationale. Parce que cet échec-là ne peut pas passer en perte de profil de cet autre. La fédération a dépensé énormément d'argent pour faire participer ces enfants-là
à un tournoi international où ils ont été à la hauteur. Et quand on revient sur le plan national et qu'on a besoin de ces joueurs pour aller qualifier le pays pour une compétition à laquelle on n'y participe plus depuis de nombreuses années, on ne trouve personne. Et là, ça va rompre une chaîne au niveau de, comment dirais-je, de ce qui est mis en place pour les équipes nationales. On ne va pas passer à cette compétition comme ces U20 seront récupérés après pour les U23 et peut-être pour les A. Voici aujourd'hui la grosse problématique. Donc, tel que présenté à travers l'élément, j'ai du mal à identifier seulement l'entraîneur parce qu'il a sa culpabilité. Je sais que j'ai pris du temps, je vais terminer rapidement. Il a sa culpabilité. Oui, Jean-Philippe. J'ai du mal à tout simplement l'accuser seul. Je peux le mettre dans un moule parce que lui, sa responsabilité, elle est simple. Il a joué 3 matchs dans cette compétition. À 2 reprises, son équipe a mené. Elle a fait preuve d'un manque criard d'efficacité. Elle s'est fait reprendre et elle a perdu. Donc là, moi, je me demande quel était le problème au niveau du coaching pour qu'à chaque fois qu'on marque un but, on ait cette situation malgré tous les propos qui ont été dits aux joueurs pour qu'ils gardent leur concentration. Donc voilà ce que je voulais d'abord pour m'avancer sur cette question. Vous êtes bien avancé, Jean-Philippe. Nous avons un appelant, M. Traoré Aboulaye, qui nous appelle de Yamoussoukro. Bonsoir, M. Traoré. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci à vous. Et on vous écoute. Oui, à qui la faute? Moi, la faute, c'est à l'encadrement. Hein. Donc, seulement, moi, je souhaiterais que les gens font le recrutement maintenant, comme de la manière qu'on faisait avant. Si vraiment, quand on imagine, là, on voit l'équipe nationale Guinée aujourd'hui, tout ça, le recrutement qui a été fait, là, c'est au niveau d'Abidjan. Alors qu'à l'intérieur, nous avons plein d'équipes. Hein. Donc, moi, je souhaiterais que quand un jeune est plus comme ça, on doit se trouver dans toutes les villes. Et ça de faire le recrutement maintenant, puis on les met ensemble, maintenant là on trouve les meilleurs maintenant pour aller un genre de compétition comme ça. Mais s'il faut faire des sélections seulement au niveau d'Abidjan, ça ne peut pas aller comme ça. Hein? Nous en temps, c'était pas comme ça, hein? On se promène dans l'équipe de 2e division, 1er division. Et on rassemble tout le monde maintenant, là on trouve les meilleurs maintenant pour pouvoir les former maintenant pour aller faire un genre de compétition comme ça. Mais aujourd'hui, on voit que c'est pas ça. Si le recrutement ça se fait au niveau d'Abidjan, ça ne peut pas aller comme ça. Moi je mets la faute sur l'encadrement sincèrement. D'accord, ok, c'est bien noté. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Traoré Aboulaye. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Nous avons un internaute, hein. Bon, il a vraiment développé, donc messieurs, soyons patients, c'est un peu long, c'est un peu comme Jean-Philippe. Cheikh Mohamed Koroma, bonsoir à la Grande Team. La faute à la formule actuelle des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, basée sur des zones géographiques, pose un réel problème de compétitivité. En fait, la plupart des meilleures académies de football se trouvent en Afrique de l'Ouest, regroupant des nations telles que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, le Nigeria, le Ghana, la Guinée et la Gambie. Pourtant, ces pays doivent s'affronter dès les phases éliminatoires, limitant ainsi leurs chances de se qualifier en nombre pour la phase finale. Prenons l'exemple de la zone UFOA-A, qui regroupe des poids lourds comme le Sénégal, le Mali, la Gambie et la Guinée. Mais seulement 2 équipes peuvent accéder au tournoi final. De la même manière, la zone UFOA-B rassemble des nations fortes telles que la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Ghana et le Burkina Faso. Bien que le nombre de qualifiés pour la phase finale soit passé de 8 à 16 équipes depuis 4 éditions, cette expansion n'a pas permis de mieux refléter le niveau réel des meilleures équipes. Lors de la dernière édition, des pays avec un niveau de football de jeunes relativement faible, comme le Soudan du Sud, la Centrafrique et le Mozambique, se sont qualifiés pour la phase finale. Malheureusement, ces équipes ont du mal à rivaliser avec des scores lourds comme la défaite 5-0 du Soudan du Sud face à la Gambie ou le 3-0 du Mozambique contre le Sénégal. Ces résultats démontrent que le système de qualification actuel doit être repensé pour améliorer la compétitivité et refléter le véritable potentiel des jeunes talents africains. Il serait préférable de permettre également la qualification des équipes classées 3e dans les zones compétitives comme l'UFOA. De plus, un retour aux éliminatoires classiques intégré aux qualifications des équipes seniors lors des dates FIFA pourrait offrir une solution plus équitable et valoriser les talents issus des meilleures académies africaines. Voilà. Jean-Philippe, j'avais raison quand je disais qu'il était un peu comme vous. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Mohamed Koroma.
Roger Stéphane, non seulement on vous écoute, mais un mot déjà sur les Non, bon, il fait un Korogo. constat qui n'est pas tout à fait faux, mais il doit reconnaître aussi qu'au niveau des zones, nous, on est très nombreux. Hein. Quand on était unis, on était 16. C'est bien ça, 16. Maintenant, scindés, on est 9 et 7, on était 16. Et très souvent, on était bien nombreux à cette compétition. Là, maintenant, je crois que c'est 2 qualifiés par zone, donc on est 4 sur 16. Ouais. Bon, c'est une réflexion à mener, mais c'est le choix de l'instance, de l'institution qui organise la compétition. C'est une réflexion à mener. Il n'a pas tout à fait tort sur beaucoup de plans parce qu'il y a beaucoup de bonnes équipes sur le mode éliminatoire qui restent à la maison et c'est un peu dommage. Maintenant, vous écoutez Roger Stéphane. À qui la faute? À qui la faute? Oui. Moi, écoutez, c'est une question difficile. Hein. Moi, je dis c'est tout le système. Okay. C'est tout le système. D'abord, il n'y a pas de programmation qui est faite véritablement sur des générations. Okay. C'est le constat que j'ai. Il n'y a pas de programmation faite sur des générations. Je me souviens qu'à une certaine époque, on avait lancé le projet Élite Jeune en 2012. 2013, on gagne la CAN des cadets avec la génération de Franck Kessié. C'est un peu plus tard, en 2019, qu'on a une génération de U20 qui est vice-championne d'Afrique en Égypte. Bon, il y a eu ça, ce semblant, mais il n'y a pas vraiment une bonne programmation comme ça, au point où on n'a pas les U15, les U16, les U17, on ne les a pas. C'est un peu dommage. L'autre élément, c'est qu'on n'a pas de compétition de jeunes. On n'a pas de compétition de jeunes. La fédération a fait des efforts pour lancer la compétition des U20 depuis l'année dernière. C'est très bien, mais il en manque encore pour les autres catégories. Ce serait une très bonne chose. On n'a pas une bonne vision des politiques de jeunes dans les clubs. Quand vous regardez nos clubs aujourd'hui, regardez les clubs qu'on a cités en Ligue 1 et en Ligue 2, quelle est la politique des politiques des jeunes dans ces clubs? Il n'y en a pas. En dehors de quelques clubs que sont l'ASEC, Moselle et autres, les autres, il n'y en a pas vraiment. On tire un peu le diable par la queue. Voilà, c'est un peu désordonné. On a beaucoup de centres de formation, etc., etc. Ce n'est pas très ordonné. L'autre élément, c'est le mode de sélection des joueurs. Comment ces joueurs sont sélectionnés pour aller à chaque fois à cette compétition? On a l'impression qu'il y a une sorte d'opacité. Une sorte d'opacité au-dessous de ça. C'est parce que quand on prenait les A, à la vérité, même si on n'est pas Faye MS, même beaucoup parmi nous sont capables de donner des noms qui vont revenir avec Faye MS. Même beaucoup. Mais avec le U20, c'est difficile. Donc, on ne sait pas comment ça s'est fait. Il y a une certaine opacité. Ça, ce n'est pas très bien. L'autre élément, c'est l'instabilité dans cette catégorie. C'est difficile de maintenir des joueurs dans cette catégorie. L'instabilité de l'effectif. Ça va très vite. Ça va très vite. 20 ans, bon, ça grandit vite, etc. Ça va vite. Donc, il y a cette instabilité. Mais en même temps, s'il y a une instabilité pour nous, c'est aussi pour les autres. Donc, voilà, ce n'est pas pour nous seuls, c'est aussi pour les autres. Donc, c'est un problème qui est posé pour tout le monde. Après, quand on rentre dans le jeu en lui-même, il y a un problème de concentration et de gestion de match. Ça, c'est depuis toujours. On a le même problème avec les U17, on a le même problème avec les U20. Là, on prend un carton rouge le pré-match, on mène, le deuxième match face au Nigeria, on est défait 2-1. Celui-là, pareil. Donc, il y a tout ça qu'il faut traiter. C'est pour ça que je dis, c'est le système. La fédération est de bonne volonté parce qu'elle met des moyens à les regroupements, à faire une bonne préparation, mais la préparation seule ne suffit pas. Quelqu'un a dit la préparation ne remplace pas la compétition. Exactement. Il faut qu'on ait des compétitions de jeunes, une politique au niveau de la DTN qui est bien connue, etc., etc., avec du bon travail qui est ordonné, vérifié en ce qui concerne les jeunes dans les clubs. Si on met tout ça ensemble, on peut peut-être rêver, ressembler aux grandes nations de football en matière de politique de jeunes. D'accord, très bien. Vous avez parlé de DTN, justement. Nous avons Lali Florent sur la page Facebook qui nous dit la faute, c'est la fédération et plus précisément la DTN. Comment comprendre qu'on ne peut pas regrouper ces jeunes le plus souvent possible, sachant qu'on n'a aucun championnat de ces catégories, alors que la plus grande majorité évolue au pays et est intégrée de plus de possibles renforts extérieurs. Mais on attend toujours à 2 semaines des compétitions pour bricoler un groupe. D'accord, c'est l'avis de Lali Florent. Tournoi qualificatif pour la CAN U20, Éléphanto éliminé, à qui la faute? C'est la question LGT de ce soir et on débat. Hein. Déjà, nous avons eu les avis de Roger Stéphane, de Jean-Philippe aussi, des internautes. Et puis vous, qui pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99 et on écoute José Gatti. Oui, Marie-Christine, bon, j'ai entendu le mot échec tout à l'heure dans le cheminement de la préparation des U20. Pour ce que moi je sais en tant que journaliste sportif, on ne parle pas d'échec de la catégorie des jeunes. On parle surtout de contre-performance. Parce que ce sont des catégories qui sont appelées à évoluer. Je l'ai dit ici, dans les compétitions de jeunes, ça peut surprendre les gens, mais on ne demande pas aux jeunes, on ne les oblige pas à aller remporter un trophée de la compétition des jeunes. Si vous le remportez, c'est tant mieux. Par contre, on vous demande de prendre plaisir à jouer. De prendre plaisir à jouer et de voir
On veut voir comment les jeunes évoluent d'une catégorie de U15 à U17, ensuite U20, U23 et sélection nationale. Par contre, une sélection A, on lui impose des résultats pour aller chercher des trophées, parce que c'est l'aboutissement. Donc, effectivement, c'est pourquoi les compétitions de jeunes ne sont pas richement dotées. Voilà. Même si c'est à la CAF, les U17, c'est autour de 200-300 millions, par contre, où la CAN peut rapporter 5 milliards. Maintenant, à qui la faute? Ici, la faute, le premier responsable, c'est la Fédération ivoirienne de football, bien sûr. Okay. Pourquoi? Parce que je me souviens bien, dans le programme du président Idriss Diallo, il était mentionné qu'il allait avoir des ligues où on allait affecter des techniciens pour faire de la détection. Après 2 heures et demie, ce n'est pas encore mis en place. J'ai entendu comme ça que c'est en train de venir parce qu'on est en train de chercher des moyens pour le faire. 12 ligues étaient logiquement prévues. Ça permet d'avoir une assiette de recrutement. Alors, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Aujourd'hui, les recrutements, vous avez parlé des défections au niveau des UV. Oui. Il y a l'ASEC aussi qui refuse de donner ses joueurs. Ça, c'est une mention aussi depuis quelques années. Voilà. Pour une sélection de UV, on n'a pas besoin d'avoir des expatriés. C'est sur le sol ici que ça se passe. Donc, pour ces sélections de U20, on n'a pas eu le temps de la détection. Il n'y a pas la détection. Vous voyez, les U17, on les prend dans les centres de formation. Moi, je ne les appelle même pas des centres de formation. Ce sont des centres d'animation. Parce que, parlant des centres de formation, il y en a peut-être 2 ou 3 en Côte d'Ivoire. Okay. On les prend dans les centres, on les regroupe et on les jette. Alors que ce qui devrait se faire, c'est d'aller à l'intérieur, dans les régions. Ce qui était prévu, c'était de faire des tournois, des championnats, des compétitions de jeunes dans toutes ces régions. Okay. Je prends l'exemple de Gagnois. Je crois qu'il y a 40 équipes de jeunes qui devaient être là-bas. Voilà. Ensuite, ces équipes allaient s'affronter où les champions allaient se croiser à Yamoussoukro pour en faire des tournois et détecter des joueurs pour faire des sélections de jeunes. Très bien. Voilà. Oui. Donc, c'est ce qui n'a pas eu lieu. Donc, voici pourquoi on a ces petits bricolages-là. Voilà. Donc, le problème, c'est au niveau de la détection. Au niveau de la détection. La détection. Et pour faire la détection, il faut un programme. Le programme n'est pas encore mis en place. D'accord, c'est bien compris, José Dati. Donc, question LGT, tournoi qualificatif pour la CAN U20. Éléphanto éliminé, à qui la faute? Coach Alain, avant de vous écouter, hein, si vous permettez, nous allons rejoindre Saint-Séverin, oui, journaliste sportif, consultant de la 3, actuellement présent à Lomé pour le tournoi UFOAB. Donc, Saint-Séverin, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine et bonsoir à tous les téléspectateurs de la 3. Écoutez, je pense que la responsabilité de cette défaite-là, pour une fois, je ne vais pas regarder dans le sens du coach ni de la fédération. Pour moi, c'est juste les joueurs. Oui, c'est le bloc équipe qui n'a pas fonctionné. La Côte d'Ivoire a disputé en tout dans ce tournoi 3 matchs. Le premier match face au Burkina Faso, gagné 1-0. Le deuxième perdu 2-1 face au Nigeria. Et puis ce troisième match, la demi-finale face au Ghana. Alors, face au Burkina Faso, la Côte d'Ivoire ne s'est pas fait rattraper. Les enfants rentraient dans la compétition, leur mental était haut. Au deuxième match, on mène contre le Nigeria, on se fait rattraper et le Nigeria passe devant. Pareil face au Ghana en demi-finale. On mène face au Ghana, on se fait rattraper, le Ghana passe devant. Alors, c'est chaque fois en deuxième période, face au Nigeria et face au Ghana, que les jeunes gens ont flashé. Et ont flanché, pardon. Et à partir de ce moment-là, ils ne sont plus revenus dans ce match. Donc, je veux dire que c'est un problème psychologique, c'est un problème mental. Il aurait fallu que les jeunes aient un fighting spirit à toute épreuve pour pouvoir revenir dans la partie. Parce que même quand ils sont menés, on ne sent pas une équipe qui est menée. On ne sent pas une équipe qui a envie de prendre en charge les choses pour revenir dans la partie. En dehors de ça, ils ont été mis dans des conditions exceptionnelles ici. C'est le train qui arrive à l'heure, c'est vrai. Mais pour des sélections de jeunes, c'est rare pour être souligné. Ils étaient comme la sélection senior. Et donc, ils avaient la latitude, eux, maintenant, avec la jeunesse, de jouer leur football et surtout de montrer un mental à toute épreuve. Ça a manqué. Et je pense qu'il va falloir inculquer ça aux sélections de jeunes parce que ça fait depuis longtemps, en 2025, ça va faire 10 ans que la Côte d'Ivoire n'a plus participé à la CAN U20. Pour une nation comme la nôtre, c'est trop. Tournoi qualificatif pour la CAN U20, Éléphanto éliminé. À qui la faute? Coach Alain, on vous écoute après Saint-Séverin. Écoutez, moi d'abord, dans un premier temps, je vais rejoindre Auria dans un développement qu'il a parlé. Quand on prend d'abord la sélection des joueurs, vous savez, ici en Côte d'Ivoire, nous avons un championnat professionnel. La Ligue 1, la Ligue 2, c'est un championnat professionnel.
quand vous prenez les équipes engagées en Ligue 2 et en Ligue 1, il y a au moins 5 joueurs, je dis bien au moins 5 joueurs dans chaque équipe engagée en Ligue 1 ou bien en Ligue 2. En moins de 20 ans. En moins de 20 ans. Si aujourd'hui, c'était la sélection des U17, j'allais dire qu'il n'y a pas de championnat des U17. Mais aujourd'hui, ceux qui jouent en Ligue 1, qui jouent en Ligue 2, la plupart ont moins de 20 ans. Donc d'abord, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il faut élargir la présélection. Il faut élargir la présélection. On nous dit, je ne vais pas incriminer Dao Lassina, il a été champion, il a remporté le tournoi UFOA avec les U17. 2 ans après, il monte en U20. C'est la continuité. Donc ces mêmes joueurs-là, avec qui il a remporté la compétition, logiquement sont en U20. Et la plupart de ces joueurs, peut-être certains ont été transférés. Mais sur l'échiquier national, il y a de la qualité quand même pour avoir des U20. Ouais. Dernièrement, on a participé à un tournoi de U20 à Benjerville, si vous vous rappelez, où il y avait le Maroc, où on a préparé ces jeunes joueurs-là pour venir jouer les éliminatoires de ce tournoi UFOA-B. On a joué avec les mêmes joueurs au tournoi Maurice Révélo. Si on nous empêche d'avoir des joueurs à l'extérieur qui, pour moi, ont dit que ce n'est pas une date FIFA et sur le plan national, est-ce qu'on n'a pas de valeur intrinsèque pour remplacer ces joueurs? Parce qu'une sélection, ce n'est pas seulement 20 ou bien 30 joueurs. Oui. Aujourd'hui, on prend la sélection A, comme Roger Stéphane l'a dit. Les yeux fermés, on sait quel joueur on appelle. Parce qu'on les voit chaque jour. Mais si on va regarder le championnat de Ligue 1 et qu'on a la liste des joueurs et on a la liste de ceux qui ont moins de 20 ans, on peut faire une bonne sélection. OSA, c'est un club formateur qui fait la promotion des joueurs de moins de 20 ans. La SEC en fait. Le FC Sambedro en fait. Mouna, il y a des joueurs de moins de 20 ans. La FAD, il y a des joueurs de moins de 20 ans. Le Stella, il y en a dedans. Donc, la faute, moi je pense que depuis 9 ans, on n'est pas encore qualifié. Et depuis combien d'années on a le même sélectionneur? La fédération a sa part de responsabilité, ça c'est clair. Mais pendant cette compétition, pour préparer cette compétition, elle a mis les moyens. Okay. Elle a mis les moyens pour avoir une bonne sélection. Donc, elle a joué sa partition. Si l'équipe n'est pas qualifiée, la fédération a elle de trancher. D'accord. Donc, pour vous, à vous entendre, coach Alain, Dao Lassina est sur la sélection. L'encadrement. C'est le sélectionneur quand tu perds. D'accord. Quand un sélectionneur gagne, on l'applaudit. Quand un entraîneur gagne, on l'applaudit. Quand il perd, qu'est-ce qu'on fait? On te pose des questions. On te pose des questions. Ça fait 8 ans, ça fait 8 ans, non? Depuis, très bien, c'est bien noté. En tout cas, déjà, voyons le parcours des éléphantaux dans les qualifications de CAN U20 depuis 2017, justement. La CAN U20 de 2017, deuxième tour qualificatif, Côte d'Ivoire-Guinée. La Guinée s'impose 2-1, ensuite on s'impose 1-0. Pour 2019, deuxième tour qualificatif, le Gabon nous bat 3-0, ensuite on bat le Gabon 2-0. Pour l'édition de 2021, le tournoi UFOA-B, demi-finale, la Côte d'Ivoire est battue par le Burkina Faso 4-1. Pour l'édition de 2023, le tournoi UFOA-B, demi-finale, le Nigeria bat la Côte d'Ivoire 2-1. Et puis le tournoi UFOA-B, demi-finale également, c'est le Ghana qui vient de s'imposer face à l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire 2-1. Donc depuis un certain nombre d'années, on n'y arrive pas. On a déjà allé à la compétition, on est sorti en demi-finale. On l'a même, je crois, organisé une fois. Oui. Bon, maintenant, sur ces dernières années, on n'arrive pas vraiment à se qualifier. C'est vrai que Dao Lassina est là. Il a fait un très bon résultat avec les U17. Il est monté. Maintenant, est-ce qu'il est le seul responsable? Bon, ça aussi, c'est un débat. Quoi qu'en ce moment, du côté de la fédération, il y a des contrats de certains sélectionneurs qui n'ont pas été renouvelés, notamment Touré Clémentine, je crois, soit lui Aïdara. Est-ce que Dao va subir le même sort? Est-ce qu'on va lui accorder un coin sursis? Je ne sais pas trop. Mais dans tous les cas, le constat est là. Il est un peu triste. Il paye un peu le prix de tout ce qu'on a expliqué comme insuffisance par rapport à l'ensemble de la politique des jeunes
Mais bon, c'est à la fédération de décider, c'est elle qui observe. En tout cas, le tournoi qualificatif pour la CAN U20, la question LGT, et les Fantômes éliminés, à qui la faute? Le public sportif ivoirien s'est aussi exprimé sur la question. On l'écoute. La faute revient au staff technique, aux coachs et aux recruteurs. Parce que nos U20 sont encore des enfants, ils n'ont pas assez d'expérience. Il faut qu'on les encadre, il faut qu'on les motive, il faut qu'on les encourage. Parce que c'est des joueurs qui sont locaux, on peut dire, des gars de la sous-région, qui n'ont pas vraiment de bons coachs psychologiques, ils n'ont pas vraiment de bonnes personnes qui les encadrent comme les grands joueurs. Je crois que la faute revient à la fédération, qui n'arrive pas surtout à bien encadrer et aussi à faire de bons recrutements. Parce que nous avons des joueurs locaux, surtout au niveau des U21, nous avons des joueurs locaux qui sont vraiment très bons. Et ils n'arrivent pas à localiser, à cerner, à former une équipe type qui va vraiment nous faire avancer dans le football. Raison pour laquelle, maintes fois, ça fait combien d'années aujourd'hui que les U20, ils n'arrivent même pas à jouer une CAN. Vraiment, c'est décevant. Si les enfants sont bien encadrés, j'espère bien qu'ils peuvent faire mieux que ça. Donc, parce que on a tendance à accuser seulement uniquement que les joueurs, pourtant même il y a les coachs qui sont là, il y a les entraîneurs qui sont là, et puis il y a le staff même qui est là. Donc j'aimerais bien qu'on met l'accent sur le staff et ils cherchent à bien encadrer les enfants pour qu'ils puissent avancer. Pour la qualification, je peux dire que la faute aux joueurs. Puisque l'encadrement technique, ils ont fait les pas, ils ont mis un système. Parce que quand vous avez les joueurs en main, il y a un système où vous positionnez d'abord avant d'aller attaquer l'autre adversaire. Parce que l'autre adversaire, le coach aussi, il a son système. C'est des combats. Donc sur le terrain, normalement, c'est le joueur qui doit donner plus. Il y a ce qu'on te montre et puis il y a le plus que tu apportes. Donc moi, je vois que ce n'est pas l'erreur de l'entraîneur, c'est les joueurs qui n'ont pas mouillé le maillot. Voilà donc l'avis du public sportif ivoirien, tournoi qualificatif pour la CAN U20 et les Fantômes éliminés, à qui la faute? Et après l'actu de ce soir, nous avons aussi notre rubrique Saga des pros. On y va. Alors pour planter le décor et avant de débattre, regardons cet élément. Saga des pros, bon, messieurs, on peut le dire, le week-end dernier a été prolifique pour la plupart de nos pachydermes. Coach Alain. Oui, effectivement, j'ai été très heureux de revoir Sinali Diomandé, Traoré Ahmed Junior avec Auxerre. Tous deux ont été buteurs la journée dernière et puis cette journée encore, ils ont été buteurs. Vraiment, bravo à Sinali Diomandé qui a allé renaître avec Auxerre. Et puis surtout, chapeau à Traoré Ahmed Junior qui vraiment est en train de monter en puissance. Voilà, et puis c'est celui qui se lave les mains, qui est bien heureux, on peut dire que c'est le coach. Ah oui, parce que bon, Traoré Junior, il est déjà avec le groupe, même s'il a manqué fatalement et tragiquement la CAN. C'est par contre Sinali Diomandé qui pourrait peut-être faire son grand retour. Le seul élément sur cette rencontre, c'est que Sinali joue face à ses anciens coéquipiers parce qu'il est transfuge de l'Olympique lyonnais. Je pense que c'est une belle revanche sur le coach de cette formation et sur le club qu'il a libéré. Monsieur Lyon, quelqu'un a la nouvelle des arts? Et on a les statistiques, Roger Stéphane. On a les statistiques de Guessant, auteur de 5 buts et une passe décisive avec Nice. Oui, ils ont fait un très bon match. En 9 matchs. Oui, en 9 matchs. Oui. J'ai regardé le match, c'était un très bon match avec... mais il a joué sur le côté avec aussi, comment on appelle, Jérémy Boga qui a joué dans l'axe. On a pu voir aussi Wilfried Senghor qui a joué aussi dans l'axe. Qui a joué dans l'axe cette fois-ci, n'a pas joué sur le côté avec Monaco. Donc c'était vraiment une belle partie entre Ivoiriens, mais qui a tourné à l'avantage de Nice, quoi, malheureusement pour Senghor. D'accord. Et puis, bon, messieurs, nous sommes pratiquement au terme de l'émission. Mais on ne va pas conclure l'émission sans que je vous annonce, je vous donne la nouvelle. Ouais. Parce que j'ai l'information depuis quelques minutes. D'accord. Le Ballon d'Or 2024 est donc décerné. Jean-Philippe, vous suivez? Nous suivons tous. Vous suivez tous? D'accord. Bon, qui va rebondir dessus? À Rodri. À Rodri, le football est mort ce soir. Félicitations à Rodri parce qu'il a fait une très bonne saison à City. Et puis après, il a fait un très bon Euro. Bravo à lui. Et puis le reste, ça sera des débats. Je dis, pourquoi le football est mort? J'ai dit le football est mort ce soir parce que pour moi, Rodri, il est peut-être dans le trio, mais je ne le voyais pas remporter. Je voyais plutôt Vinicius.
dans le pire des cas, Carnaval qui remporterait cette position. Pour moi, c'est l'image du Ballon d'Or qu'on a plus voulu mettre en avant que de décerner vraiment un meilleur joueur cette année. En tout cas, très chers téléspectateurs, notez déjà que demain, l'émission Grand Team de ce soir, le sujet de l'actu, on aura le débat par rapport au Ballon d'Or, ce qui a été décerné ce soir à Rodri. Donc, non, c'est-à-dire que la conclusion, c'est que j'ai encore raison. La semaine dernière, il a dit que Vinicius n'allait pas gagner. C'est pas ce que vous avez dit. Vous avez dit qu'il ne méritait pas de gagner parce que vous souhaitez qu'on donne un joueur qui joue un autre poste. Très bien. Donc, il faut donner les choses. Donc, il faut situer les choses. Pour moi, Vinicius n'était pas le favori. Il n'allait pas gagner, il n'a pas gagné. Donc, j'étais dans le vrai. Pleurs, en fait, parce que quand vous regardez les groupes là, que ce soit Rodri, Jude, Lautaro Martinez et Vinicius, tous ces garçons méritaient de gagner le Ballon d'Or. Maintenant, j'attends le voir de podium. Je n'ai pas le podium. Est-ce que vous ne donnez pas le podium? J'attends de voir le podium. Et le podium va me faire dire des choses. Parce que si Dani Cavaral, demain, vous aurez le tous latéral les droit, détails, non, attendez, si Dani Cavaral, le latéral droit du Real n'est pas sur le podium, c'est un scandale. Mais en tout cas, il savait que Vinicius n'allait pas gagner. D'accord. Jean-Philippe, oui, Rodri, Ballon d'Or. Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Ça, je vous le dis clairement. Il a fait un mauvais pronostic. Il dit qu'il ne sera pas là demain. J'aime tellement les milieux de terrain. Oui. Vous avez vu Franck Yannick et Morgan. Rodri et Ballon d'Or, je suis heureux. Très bien. En tout cas, on en parlera demain. José Dati, lui, n'est pas du tout heureux. Pour lui, le football est mort ce soir. Ne vous inquiétez pas, le football n'est pas mort. Le football vivra assez longtemps. Un milieu de terrain. Allez, donc, la grande team de ce soir, c'est terminé. N'oubliez pas, demain, un débat par rapport au Ballon d'Or. Rodri, Ballon d'Or 2024. Mesdames, Messieurs, merci. Merci d'avoir été avec nous en direct sur la 3 pendant 90 minutes. Merci, messieurs. Merci, José Diati. Merci Marie-Christine. On reconduit la même équipe pour le Ballon d'Or. C'est la deuxième partie. Jean-Philippe. L'acte 2 demain, Ballon d'Or. Très cher ne fuyez pas, ne fuyez pas. Allez, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.